Sean, ravi de vous revoir. Merci Eric, merci de vous joindre à nous. J'ai beaucoup réfléchi à une sorte d'arc narratif pour guider la conversation ce soir. Et comme Pablo l'a dit, tout le monde est d'humeur festive. C'est les fêtes, alors j'ai pensé que nous pourrions commencer avec des sujets doux et gentils. Puis effrayer tout le monde, et j'espère terminer sur une note plus optimiste avant de conclure. Alors, comment ça sonne pour tout le monde? Eric, avant de plonger dans votre livre, cela fait environ 5 ans que vous avez quitté Google et Alphabet. Pour vous concentrer davantage sur votre travail philanthropique, vous avez lancé un certain nombre d'initiatives axées sur la découverte, l'identification et le financement de la prochaine génération de scientifiques, d'innovateurs et de leaders. Ma question est donc la suivante. Quelle est votre philosophie concernant ce travail et qu'espérez-vous accomplir? Eh bien, merci, et merci à vous d'être venu. La réponse rapide est que, quand vous pensez à ma réussite, elle est fondamentalement due à la science. C'est fondamentalement parce que j'ai eu la chance de naître dans la bonne famille, dans le bon système éducatif, avec les bonnes avancées scientifiques, et tout a décollé après ça. Je suis maintenant, je pense, le 2e ou 3e plus grand bailleur de fonds scientifiques aux États-Unis. Et la science peut être comprise comme du talent en plus des choses. Le talent est évident. Et l'Amérique est un aimant pour les meilleurs scientifiques, les meilleurs mathématiciens, et ainsi de suite, dans le monde. Il est très important pour la force américaine que nous continuions à le faire. Et je finance énormément d'activités humaines, diverses récompenses, diverses pratiques. On parle de milliers de personnes. Et je n'ai aucune idée du type de science qu'ils feront finalement. Mais ils sont bien plus intelligents que moi. Donc, chacune de ces générations est tellement plus impressionnante, pour une raison ou une autre, que la précédente, et je sais ce que j'étais. Et je sais à quel point ils sont meilleurs. L'autre chose que j'ai faite, c'est d'essayer de financer des projets liés au changement climatique, divers problèmes de physique, et ainsi de suite. Et là, j'ai découvert que je n'aimais pas vraiment être un philanthrope. J'aimais vraiment construire des choses. Je suis plutôt un bâtisseur. J'ai donc décidé de construire des choses intéressantes. Par exemple, j'ai une règle, je ferai tout ce que je peux faire qui est 10 fois moins cher que ce que le gouvernement peut faire. D'accord, pas 10%. Au fait, il y en a beaucoup. Donc je ne parle pas de 10%, je parle de 10 fois. Et donc je travaille actuellement sur la conception d'un télescope spatial qui serait lancé par l'entreprise de fusée locale, et c'est parti. Et encore une fois, en utilisant les techniques modernes, les scientifiques modernes, vous pouvez les construire relativement peu coûteux par rapport à ce que fait le gouvernement. Je peux vous donner exemple après exemple. J'ai construit un système de surveillance du changement climatique. L'un des problèmes fondamentaux avec le changement climatique est que nous n'avons pas les mathématiques et la science précise concernant les interactions réelles au niveau hyperlocal. Et donc toutes ces décisions que le monde prendra concernant, vous savez, le solaire versus l'éolien, etc., sont basées soit sur une science médiocre, soit sur aucune science. Nous travaillons là-dessus. Je veux dire, il y a juste une longue liste. Je me suis énormément intéressé au rythme auquel la science sera impactée par l'IA. Alors, rappelez-vous que la science ne change pas en fonction des professeurs, elle change en fonction des étudiants diplômés. Donc l'idée clé est de financer les étudiants diplômés pour qu'ils appliquent l'IA à un problème. Et je n'avais pas compris ça, mais dans la plupart des sciences, ils connaissent les mathématiques parce que quelqu'un, il y a 50 ans, a créé les formules, et la formule porte leur nom. Mais le calcul des données est trop compliqué, même pour les ordinateurs actuels. Mais en utilisant l'IA, vous pouvez construire des approximations. Avec ces approximations, vous pouvez résoudre le problème. Une fois que le système le comprend, il peut aussi générer de nouveaux candidats. Donc, la règle de base est que, une fois que vous comprenez, en utilisant l'IA, un système d'organisation comme la biologie, qui est mal comprise, nous n'avons même pas encore un modèle numérique du fonctionnement d'une cellule, vous pouvez les générer. Et donc, la puissance, une fois que vous pouvez la comprendre puis la générer, est énorme. Cela conduit, et c'est un peu le discours sur l'IA, voulez-vous des médicaments plus rapidement? Voulez-vous des remèdes à toutes les maladies humaines connues? J'ai un projet qui affirme, vous savez, ce sont des scientifiques, Dieu sait, qu'ils peuvent trouver toutes les cibles médicamenteuses humaines en 2 ans si nous finançons un peu plus leur IA et leur GPU. Genre, c'est un gros problème, n'est-ce pas? Maintenant, on verra, n'est-ce pas? Mais le rendement de ce type de découverte est profond en médecine. Il y en a des tas et des tas. Merci pour cela.
et vous trouvez aussi le temps d'écrire des livres. Le livre actuel dont nous allons parler ce soir, pendant un petit moment, vient d'atteindre la liste des best-sellers du New York Times, du LA Times et de USA Today la semaine dernière, alors félicitations pour cela. Et nous parlerons de vos co-auteurs dans quelques minutes. Mais peut-être l'affirmation la plus provocante qui apparaît dans le livre Genesis, de mon point de vue, est la notion que, depuis l'aube de la civilisation humaine, les humains se sont plus ou moins retrouvés au sommet de la chaîne alimentaire. Et que peut-être cela est en train de changer, et de changer assez rapidement. Alors, Eric, expliquez-nous ce que vous voulez dire quand vous dites que les humains ne seront plus au sommet de la chaîne alimentaire. Alors, quand je pense à ce livre, la façon dont j'aime y penser, c'est, et c'est mon interprétation, nous essayons de capturer tous les avantages de l'IA tout en maintenant les valeurs et la dignité humaine. Et je pense que nous, en tant qu'humains locaux, nous nous soucions clairement de cela. Dans le livre, nous disons qu'il existe un scénario où nous sommes les chiens des équivalents humains de l'IA. Et donc, nous, en tant qu'animaux supérieurs, si vous voulez, au cours de nos 70 ans, 70 000 ans d'existence, quoi que ce soit, n'avons jamais eu, vous savez, comme les Néandertaliens qui n'étaient pas tout à fait à notre niveau, dirons-nous. Nous n'avons jamais eu cette arrivée. Et nous passons un temps considérable à parler de ce qui se passe quand cette chose, quoi que vous l'appeliez, découvre des choses que nous ne comprenons pas. Et je vais vous donner quelques exemples bientôt. Et qu'est-ce que cela signifie de coexister ? Alors, ce n'est pas un livre sur la façon dont les robots vont prendre vos emplois. Et puis, comme vous le savez, dans le film, la scientifique finit par détruire le robot et gagne, vous savez, gagne le film, n'est-ce pas ? Ce n'est pas de ça que nous parlons ici, même si c'est un très bon film. Ce dont nous parlons, c'est de notre coexistence avec ça. Et la coexistence est très intéressante. Et avant de parler des points négatifs, qui sont bien plus intéressants, parlons des points positifs. Maintenant, vous êtes dans le domaine de la production, vous faites beaucoup de recherches, vous avez beaucoup écrit. L'IA devrait doubler votre productivité, n'est-ce pas ? Elle devrait vous permettre de courir 2 fois plus vite, de générer 2 fois plus de mémos, de faire autant de conférences, d'atteindre les gens, d'avoir 2 fois plus de portée. Vous personnellement devriez être capable de faire tout cela. Pour chacun d'entre vous, je peux vous donner un exemple d'un facteur de 2. Je suis historiquement programmeur. Une partie de mon code est encore utilisée, ce qui est assez choquant. Il est temps de remplacer mon code, mais l'important, c'est que si j'étais programmeur aujourd'hui, la moitié de mon code serait écrite par l'ordinateur. Il finirait mon code, parce que je suis un peu paresseux, j'étais un programmeur paresseux. Alors, pensons aux médecins. Vous pourriez avoir 2 fois plus de bons résultats ou plus. Vous pouvez traiter 2 fois plus de patients. Si votre objectif est l'efficacité ou les résultats, vous pouvez choisir. Et les avocats, alors ? Eh bien, vous pouvez poursuivre les gens 2 fois plus. Tout le monde gagne, non ? Du moins au niveau des travailleurs de l'information. Maintenant, il y a des emplois qui sont déplacés. Et tout le monde dit toujours « Et moi et mon travail ? Je suis programmeur, mon travail de programmeur va disparaître. » Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'automatisation. L'automatisation supprime les emplois les moins humains, les moins intéressants ou les plus dangereux. Cela a toujours été vrai, c'est juste la même vague. Donc, l'important est que cette révolution technologique sous-jacente va se produire. Et ce que je dirais à ce groupe, c'est que cette vague se produit beaucoup, beaucoup plus vite que vous ne le comprenez, que je ne le comprends, que les gouvernements ne le comprennent. Nos systèmes ne sont pas prêts pour cela. Ce sont des choses simples comme le droit d'auteur. Comment vous vous protégez ? Tout le monde, tous les avocats, s'en inquiètent. Je ne m'en inquiète pas, eux, oui, c'est une préoccupation légitime. Mais que se passe-t-il lorsque le meilleur ami de votre enfant n'est pas humain ? Ceux d'entre vous qui ont des enfants, qui ont un enfant de 12 ou 13 ans, qu'en pensez-vous ? Ça arrive, et ça arrive très vite. C'est génial. Clairement, vous n'avez pas d'enfant de 13 ans. J'ai un enfant de 12 ans. Vous avez un enfant de 12 ans. Vous êtes avec leurs amis et avec les nouveaux amis. Pas avec les anciens, mais avec les nouveaux. Donc, en termes de ce que vous pourriez considérer comme des menaces existentielles, votre co-auteur, et d'ailleurs, nous allons faire venir Craig Mundie le mois prochain à Faena, donc ce sera très excitant. Mais parlons de votre autre co-auteur, qui en savait beaucoup sur les menaces existentielles.
Racontez-nous, Eric, l'histoire de comment vous avez rencontré Henry Kissinger et avez commencé à développer une relation avec lui. Donc, Henry était mon meilleur ami, et il est, comme vous le savez, décédé il y a 1 an. Et travailler avec quelqu'un de son envergure est un privilège spécial. Et mon conseil le plus important est que si vous connaissez quelqu'un d'aussi brillant, surtout s'il est un peu étrange, ils ont besoin d'aide, parlez-leur. Vous bénéficierez tellement du mentorat et ainsi de suite. Dans le cas d'Henry, je l'ai rencontré quand il avait environ 85 ans. C'était à une conférence Bilderberg, qui peut être considérée comme une conférence pour les personnes âgées, et il était évidemment vieux. Et je savais qu'il l'était évidemment, et j'ai discuté avec lui, et il a dit « J'ai vraiment un problème avec Google ». Et j'ai dit « Quoi ?» Il a dit « Eh bien, regardez les résultats ». Et j'ai dit « Eh bien, je l'ai fait, il me semble précis ». Ce qui est la mauvaise chose à dire à Henry Kissinger. Et donc je l'ai invité chez Google, où il est venu à marcher sur scène et à prononcer un discours. Et il a commencé par dire qu'il était convaincu que Google était une menace pour la civilisation. Et les Googlers ont adoré, parce que ça les faisait se sentir importants. Ça a donc commencé le processus. Et bien sûr, Henry a dû apprendre comment Google fonctionnait. Il ne comprenait pas vraiment comment les algorithmes fonctionnaient, et ainsi de suite, vous savez, ce n'est pas son domaine. Mais c'est un élève rapide. Et ce que j'ai appris, et c'est pourquoi le livre est si pertinent, c'est que quand aucun de nous n'était en vie, juste après la guerre, il a écrit sa thèse de premier cycle, qui est la plus longue thèse de premier cycle de l'histoire de Harvard, sur la relation entre la réalité et Kant. Et il est très, très intéressé par la perception humaine et la façon dont nous percevons les mondes qui nous entourent. Et il est devenu convaincu, il y a 15 ans, que cette chose en ligne allait nous faire ce qu'elle a fait maintenant. Par exemple, je rencontre toutes sortes de personnes qui semblent être confuses entre la différence entre le monde en ligne et le monde réel. Ils se perdent, ils semblent vivre dans le mauvais monde et se comporter de la mauvaise manière. Et cela va être exacerbé par l'IA à un niveau difficile à comprendre pour nous tous. C'est comme ça que ça a commencé. Pour les livres, il a écrit un article sur, en gros, l'avenir de l'IA avec mon aide. Et cela a eu assez de publicité. Et il a écrit un autre livre sur les leaders, et ses leaders préférés étaient Mao Tse-tung, Nixon, Anwar Sadat, Golda Meir, vous savez, c'est de qui il écrivait. Et tout ce dont les gens veulent lui parler, c'est de son article sur l'IA. Donc il a eu le retour du marché. Il a 95 ans et a dit « Je veux travailler là-dessus ». Donc nous avons écrit le premier livre, et maintenant le deuxième livre. Il a terminé celui-ci, pour être honnête, 1 semaine avant de mourir, il ne pouvait même pas sortir du lit. J'ai lu qu'il est décédé environ 1 an après la sortie de ChatGPT. Oui. Eric, à propos d'Henry, et d'une des autres choses pour lesquelles, comme nous le savons, le docteur Kissinger est connu, c'est l'ouverture de la Chine. Et vous réfléchissez beaucoup à la course à l'IA entre les États-Unis et la Chine. Et vous avez été très clair sur le fait que vous voulez que les États-Unis gagnent la bataille contre l'hégémonie de l'IA. Donc, vous et moi étions à une conférence ensemble, en parlant de conférence, en 2019 à Pékin, qui était organisée par Mike Bloomberg, et Henry était là. Et ce qui m'a frappé lors de cet événement, c'est qu'il y a tellement d'imbrications. C'était censé être une voie diplomatique discrète entre les PDG américains et chinois. Et ma question pour vous est, comment les États-Unis se positionnent-ils pour la victoire dans cette bataille, alors qu'il y a tant de collaboration scientifique et commerciale entre les États-Unis et la Chine? Donc, Henry était très préoccupé par le fait que la Chine et les États-Unis s'opposent sur ces questions. Alors, il a mis en place ce qu'on appelle un dialogue de voix 2, que Craig et moi faisons maintenant, après le décès d'Henry. Et c'est hilarant, parce que nous avons des réunions comme ça. Et vous avez tous les Américains sur Zoom, et ils sont tous habillés comme nous. Et de l'autre côté, il y a une table, et le grand chef est au milieu. Ils portent tous les mêmes costumes, et ils lisent tous leur même script. Et d'ailleurs, il y en a généralement 9 à 11. Donc ça prend pas mal de temps pour passer la réunion, et ils ne disent pas grand-chose. Et je lui ai dit, c'est ça la diplomatie? Il a dit, oui. J'ai dit, comment as-tu traversé 100 ans de ça? C'est ahurissant. Mais les enjeux sont énormes, et laissez-moi vous donner un peu de contexte. Et si vous le permettez, je veux expliquer pourquoi c'est si important. Lorsque Henry et moi étions, sa dernière visite en Chine remonte à il y a 2 étés, et j'étais là avec lui pour ça.
Et nous avons rencontré Xi et toutes les personnes habituelles qui dirigent le pays avec les motards, et tout le tout team. Il était assez clair pour moi à l'époque qu'ils avaient 2 ans de retard. Pour savoir ce que fait un pays, il ne faut pas demander aux hommes politiques, car ils sont soit perdus, soit ne diront pas la vérité, surtout en Chine. Mais si vous posez une question très précise aux ingénieurs, ils répondront. Donc la question posée aux ingénieurs en Chine était « Quelle est l'échelle des modèles de fondation entraînés ?» Et la réponse est qu'il n'y en avait pas, et qu'un seul venait de démarrer. Avançons rapidement jusqu'à maintenant. La Chine a produit 3 modèles. Quelque chose appelé DeepSeek, quelque chose appelé Qwen, et quelque chose appelé Hongyang, et je m'excuse pour les erreurs de prononciation. Ces modèles sont au même niveau que le O1 d'OpenAI, ou presque. C'est une réussite remarquable. Et en Chine, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une fusion civilo-militaire. Ils ont un plan pour 2025, ils ont identifié l'IA, ils vont dominer d'ici 2030, ils vont le faire. Il n'y a aucun autre pays capable de réunir l'argent, les personnes, les connaissances et la concentration comme la Chine peut le faire. Aucun. Et les Européens sont en grande partie désespérés, ayant passé beaucoup de temps à travailler avec eux là-dessus. Ils n'ont tout simplement pas l'argent, ils n'ont pas les gens, ils n'ont pas l'énergie, ils ne peuvent pas faire le financement, et ainsi de suite. Mais la Chine peut le faire. Ce sera donc une course États-Unis-Chine. Il y a une question distincte que Henri et moi n'avons jamais pu résoudre, c'est ce qui arrive aux 197 autres pays. Mais pour ces deux-là, c'est ce combat. Maintenant, pourquoi ce combat est-il si important ? Je vais vous donner un peu de contexte. Alors, vous comprenez tous ChatGPT comme étant de la langue à la langue. Si vous voulez connaître le moment ChatGPT pour moi cette année, c'était NotebookLM. Et si vous n'y avez pas joué, c'est un produit Google. Et si vous êtes confus par ce que c'est, il y a juste tapez dans votre moteur de recherche préféré. NotebookLM pas humain. Et vous découvrirez pourquoi c'est si extraordinaire. C'est essentiellement une façon de regarder les documents et les médias et de les analyser avec une présentation vraiment amusante. Ça, c'était l'année dernière. Ce qui arrive l'année prochaine, ce sont les agents, les grandes fenêtres contextuelles et le codage automatique. Les agents signifient essentiellement un système avec une mémoire. Donc, il reçoit des entrées, il apprend quelque chose en générant des candidats, il teste des choses, comme allumer et éteindre les lumières dans la pièce. Finalement, il comprend que cela éteint cette lumière, cela l'allume. Et rappelez-vous qu'il apprend en une microseconde, puis il produit son résultat. Vous pouvez concaténer des agents. Et donc presque tous les flux de travail commerciaux sont un agent. Ainsi, toutes les entreprises dans lesquelles vous évoluez se retrouveront avec des solutions agentiques, où les agents seront tous affectés à acquérir le client, facturer le client, servir le client, se plaindre du client, noter le client, et ainsi de suite. Toutes ces choses, faire la comptabilité, et il y a ce qu'on appelle généralement l'automatisation des processus à distance ou l'automatisation des processus robotiques. Ce sera une énorme catégorie. Le problème des fenêtres contextuelles est la capacité à utiliser les systèmes pour la mémoire à court terme. Vous pouvez essentiellement prendre ce qu'il a dit, le réintroduire et dire « qu'est-ce que tu penses après ?» Et la troisième est la programmation automatique. Une des choses clés qui est, et je vais, juste donnez-moi 30 secondes de plus pour expliquer. À cause de ces choses, les 2 faits suivants sont probablement vrais. Le premier est que dans les 2 prochaines années, nous aurons des superprogrammeurs révolutionnaires, c'est-à-dire des systèmes d'IA qui sont des programmeurs. Et nous aurons probablement des mathématiciens IA révolutionnaires. Pourquoi ? Il y a beaucoup de domaines que les gens poursuivent, mais en logiciel, ils sont essentiellement dits sans échelle. Vous n'avez pas besoin de consulter quelque chose. Et de plus, vous pouvez exécuter le logiciel et vous obtenez un signal pour savoir s'il fonctionne. Donc, vous essayez, vous l'apprenez. C'est fait. Vous essayez, apprenez quelque chose de nouveau. Essayez, apprenez quelque chose de nouveau. Ces ordinateurs sont des super ordinateurs qui peuvent le faire en quelques minutes. Et vous avez un polymathe, un programmeur. Tant pis pour mon travail. Pour un mathématicien, c'est la même chose, car les mathématiques et la programmation ont un petit nombre d'éléments de langage et une fonction objective claire. Et ces systèmes dont vous entendez parler sont construits autour de la prédiction du mot suivant. C'est plus simple si vous avez un vocabulaire plus petit, et c'est plus simple si vous avez une fonction d'entraînement. Alors, il y a des millions de startups qui font les deux. Ils vont réussir. Quand cela arrive, de quoi avez-vous besoin ? Vous avez besoin de programmeurs et de mathématiques. Alors, c'est la pente d'amélioration aux États-Unis. C'est la pente d'amélioration en Chine. Le premier à parvenir à la capacité de créer des agents de recherche en IA, la pente change.
Car au lieu d'avoir 1 millier de programmeurs, comme chez Google, OpenAI ou Microsoft, vous en avez des millions. Cette pente, vous vous demandez peut-être pourquoi il parle de la pente. Dans mon domaine, si vous progressez aussi vite, votre concurrent ne peut pas vous rattraper. Parce qu'au moment où le concurrent vous rejoint, vous êtes déjà bien au-dessus. Il est crucial que l'Amérique soit le leader. Ce sera déjà assez difficile avec la Chine en tant que suiveur rapide. Ils travaillent plus dur, leurs produits sont meilleurs, ils sont moins chers. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les Chinois dominent ce domaine. Ils ont un modèle économique différent. Mais si nous n'arrivons pas les premiers, nous perdons un levier fondamental pour notre système éducatif, nos scientifiques, et ainsi de suite. Désolé pour le discours. J'essaie de faire comprendre cela à tous les membres de notre gouvernement. J'ai eu une série de réunions la semaine dernière à ce sujet au gouvernement. Peut-être pourriez-vous conclure un accord avec les entreprises technologiques. Elles ont besoin d'énergie, et vous avez besoin d'accéder à ce qu'elles font. Peut-être pouvez-vous trouver un moyen de leur fournir plus d'énergie, car ces choses sont de gros consommateurs d'énergie, en échange d'une aide à la sécurité nationale. Il y a un accord à conclure dans le système américain. Ils n'ont pas besoin de faire d'accord en Chine, car ils ont déjà été contraints de le faire, ils ont reçu des milliards de dollars, et ils vont le faire, ou pas. Mais ils sont sur cette voie. Nous devons être sur la même voie. Eh bien, permettez-moi d'insister un peu plus là-dessus. Il y a cette tension entre le besoin d'une innovation très rapide pour s'assurer que les États-Unis gagnent la guerre de l'IA. Il y a aussi un besoin de réglementation concernant certaines des menaces existentielles, et laissez-moi juste introduire cela une minute. Eric Schmidt a reçu la médaille du département de la Défense pour service public distingué pour votre travail, en tant que président du Conseil de l'innovation pour le département de la Défense. Vous avez présidé la Commission de sécurité nationale des États-Unis pour l'intelligence artificielle. Vous avez été membre du Conseil national de l'espace de la NASA. Vous êtes le fondateur et président du Special Competitive Studies Project, qui formule des recommandations pour renforcer la compétition mondiale à long terme de l'Amérique à l'ère de l'IA, et vous avez siégé à la Commission de sécurité nationale sur la biotechnologie émergente. Donc, en tant que personne sous-qualifiée pour faire de telles affirmations. Hypothétiquement, si le président élu vous avait choisi, vous, au lieu d'Elon Musk, pour être conseiller senior en technologie. Quelles seraient, et vous y avez fait allusion, vos 2 premières recommandations très tactiques? Oui, il y a une longue liste. Mais pour que nous réussissions en tant que nation, nous avons un accord entre les entreprises, les universités et le gouvernement. Le gouvernement apporte essentiellement des fonds à risque sous diverses formes, et il fournit une sorte de structure pour opérer. Les universités produisent ce talent incroyable. Et les entreprises, par le biais du capital risque, etc., l'acquièrent. C'est ainsi que fonctionne notre sécurité nationale, d'ailleurs. L'armée ne construit rien, elle sous-traite à des entreprises privées pour le construire. Je le sais parce que j'y consacre beaucoup de temps. Donc, la première chose que je ferai, c'est de m'assurer que ce modèle est solide. Alors, de quoi a-t-il besoin? Il a besoin de plus de fonds de recherche pour les universités. Il a besoin de plus de visas étrangers pour l'immigration hautement qualifiée. C'est, parmi les nombreuses choses stupides que notre gouvernement fait, la chose la plus stupide que nous faisons est de prendre quelqu'un qui a un doctorat en mathématiques et de le renvoyer du pays. Maintenant, d'ailleurs, vous ne les aimez peut-être pas. Il y a plein d'États où vous pouvez les mettre si vous ne les aimez pas, mais gardez-les dans un État en Amérique. Vous voyez mon point de vue? C'est insensé. Par exemple, l'initiative quantique que la Chine a développée a été développée par un ressortissant chinois qui a été formé en Amérique, et nous ne lui avons pas donné de visa. Il est donc retourné en Chine, et devinez quoi? Il construit des systèmes dont le travail est de décrypter toutes vos communications en utilisant des effets quantiques qui ne fonctionnent pas encore, heureusement. Ils ont également lancé des satellites pour l'intrication quantique que les États-Unis n'ont pas fait. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est juste pas acceptable. Vous savez, réveillez-vous, les gars. Donc, je me concentrerai d'abord là-dessus, pour que cela fonctionne. Je pense que la deuxième chose est qu'aujourd'hui, la croissance économique et la croissance des actionnaires, etc., proviennent de ces très grandes entreprises technologiques. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'elles font mal, mais au final, ce sont des trésors nationaux. Et moi, pour ma part, ayant été PDG et président de l'une d'entre elles, je suis fatigué que les gens ne reconnaissent le pas. Par exemple, que pendant le Covid, j'étais en grande partie ici à Miami. Et comment ai-je eu de la nourriture? Amazon. Merci Amazon.
Merci d'avoir fait en sorte que cela fonctionne. Ils étaient vraiment là, vous voyez mon point de vue. Il y a cette étrange attitude. Donc, je ne suggère pas que vous donniez aux grandes entreprises une liberté d'action totale, mais je vous dirais que ce sont des entreprises d'envergure, et les entreprises qui gagneront seront grandes. Et vous devrez gérer comment les réglementer. Désolé de paraître si corporatiste, mais je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, l'autre chose que je ferai, et c'est une conversation beaucoup plus longue. J'ai passé une décennie à travailler avec notre armée. Je suis un grand fan de notre personnel militaire. Je ne suis pas un grand fan de tout le reste dans l'armée, parce que leur système date des années 80. Il y a une vieille blague selon laquelle, au rythme où se déroulent les acquisitions, un seul avion sera fabriqué. Il sera utilisé les lundis par l'armée de l'air, les mardis par les Marines, les mercredis, il aura besoin de réparations, et les vendredis, il sera recertifié. Et le samedi et le dimanche, nous prendrons congé. Il y a donc un réel problème dans la façon dont nous gérons notre sécurité nationale. J'ai été fortement impliqué dans le travail avec l'Ukraine, et j'ai essayé de comprendre l'autonomie et l'abondance. C'est ce sur quoi je me concentre dans mon monde. Et ça n'a tout simplement aucun sens de construire tous ces énormes porte-avions et chars, etc. Les chars sont très dangereux maintenant à cause des drones. Nous devrions avoir de grands programmes de drones en Amérique, et d'ailleurs, tous les drones actuels dépendent de sous-ensembles chinois. C'est un problème, nous devons le résoudre. Nous devons construire des usines pour fabriquer les pièces pour les drones, pour la sécurité nationale. Je pourrais continuer. Vous aviez mentionné, et nous allons passer aux questions dans quelques minutes, vous aviez fait allusion au fait qu'il y a un monde entier en dehors des États-Unis et de la Chine, et ce que ces pays font pour innover ou non en matière d'IA est essentiel. Et comme le docteur Kissinger le sait, le monde est plus sûr quand tout le monde va bien, et que tout le monde est plus prospère. Alors, que peuvent faire les États-Unis pour assurer une distribution équitable de la prospérité issue de l'IA? What can the US do to ensure that there is an even distribution of prosperity from AI? D'abord, je pense que ces technologies ne sont pas très libérales dans leur fonctionnement. Elles ne produisent pas naturellement l'égalité. Elles ne redistribuent pas naturellement les gains. Le fait est qu'un nombre relativement restreint de personnes et un petit nombre de pays qui agissent rapidement et peuvent opérer à l'échelle, c'est ce dont je parle pour notre nation. Nous gagnons et tous les autres ne peuvent pas suivre. Ils ne peuvent pas suivre parce qu'ils n'ont pas les systèmes économiques. Ils ne sont pas assez intelligents. Leurs systèmes éducatifs ne sont pas assez bons. Ils ne peuvent pas obtenir les données. Ou, dans le cas de l'Europe, ils ont des réglementations stupides que personne ne semble pouvoir corriger. Donc, j'ai passé une décennie à essayer d'amener l'Europe à la table. L'Europe ne se montrera pas. Et la raison pour laquelle ils ne se montreront pas est qu'ils sont coincés avec beaucoup de problèmes. Ils ne grandissent pas. Tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Mais ils ne sont pas organisés autour de l'innovation. Donc, même si nous nous plaignons de l'Amérique et que tout le monde, vous savez, déteste la politique, aime la politique, peu importe, c'est une nation d'innovation, et cette innovation est ce qui rend tout le monde fou, mais elle stimule aussi toute notre croissance. Si vous regardez le Sud global, le problème principal est que la majeure partie de la population est au nord. Incluez-vous l'Inde dans le Sud global? Eh bien, il le ferait. Donc, l'Inde est un cas intéressant, car l'Inde est un contre-exemple à ce stade. Ils sont en croissance. J'y étais juste pendant une semaine, très proche d'un tas de personnes de la haute technologie là-bas. Et ils ont une chance, parce qu'ils ont des institutions éducatives incroyablement brillantes. Les IIT, environ la moitié des personnes dans la Silicon Valley avec qui je travaille, sont des Sud-Asiatiques, techniquement les Indiens, les Pakistanais et cette diaspora. Donc je pense que l'Inde a une chance. Je pense que la Chine va gagner. La Russie, à cause de la guerre, s'est essentiellement ramenée à l'âge de pierre et a reculé de 20 ou 30 ans et a fait des dégâts horribles. Ça doit être corrigé, mais ce n'est pas récupérable à court terme. L'Afrique n'a pas la force. Donc, l'une des questions dont je ne connais pas la réponse est « Prenons un pays agréable et plaisant en Afrique, qui est agraire, bien intentionné, raisonnablement démocratique. Quand tout cela arrivera, que feront-ils » Maintenant, si vous regardez l'Europe, les Européens ont essayé de tout avoir, ce qui est logique. Ils voulaient vendre des produits de luxe à la Chine, et ils voulaient de l'énergie bon marché de la Russie, et ils voulaient la sécurité de l'Amérique. Et cette structure s'effondre économiquement.
C'est un problème difficile. Ils vont devoir faire un sérieux bilan pour savoir s'ils veulent grandir ou non. Une des autres règles concernant les pays est grandir ou mourir. Et voici pourquoi. Dans une démocratie, on ne peut pas redistribuer l'argent. Supposons que nous ayons un budget fixe. Donc, vous êtes responsable de ceci, vous êtes responsable de cela, et vous et moi sommes les fonctionnaires élus. Nous ne pouvons pas fondamentalement prendre de l'argent de vous pour le donner à eux et vice-versa. Cependant, quand il y a de l'argent qui arrive d'ailleurs, nous pouvons ajouter de l'argent à nos projets favoris, ou récompenser nos électeurs, ou la corruption, ou quoi que ce soit. Vous ne feriez jamais cela. Mais si je me comportais mal, je pourrais le faire. Mais je ne peux le faire que si j'ai de la croissance. Les démocraties ont besoin de croissance. Elles ne fonctionnent pas sans elle. Les autocraties se portent bien sans croissance parce qu'elles ne votent pas. Et évidemment, nous voulons être démocratiques. Si j'ai appris quelque chose pendant toutes ces années de travail sur ce sujet, c'est que la démocratie est importante, et il faut se battre pour elle, il faut se battre pour la liberté. Donc, passons aux questions maintenant. Eric, avant de le faire, que dites-vous à certains sceptiques de l'IA qui parlent du rythme de changement plus lent que prévu, de l'incroyable demande en énergie, de l'incroyable demande en puissance de calcul, franchement, les limites de l'ingéniosité humaine atteignant une sorte de mur à un certain point. Y a-t-il une chance que cela se déploie beaucoup plus lentement que... Eh bien, pour l'instant, ils ont tort, et il semble que ce soit sous-estimé. Donc, la machine dont je fais partie est très bonne pour annoncer le succès avant de le réaliser. Regardez la crypto. La crypto allait envahir le monde entier. En tant qu'informaticien, la crypto est un excellent moyen de déplacer de l'argent. Elle ne va pas, avec les chaînes de couche 2, changer la façon dont nous écrivons des programmes. La latence ne fonctionne pas. Nous avons tous compris cela, mais les gens qui la promouvaient ont tout de même obtenu des évaluations. Mais les choses de l'IA sont réelles. Elles se diffusent vraiment dans chaque industrie, chaque plateforme, et ainsi de suite, et c'est un accélérateur fondamental. Maintenant, pour chacune des initiatives folles, par exemple, Elon est occupé à lever 10 milliards de dollars de plus pour ce qu'il fait. Il n'a pas beaucoup d'utilisateurs pour l'instant. La plupart des gens parieraient sur Elon. Il a fait ses preuves en la matière. C'est quelque chose que nous pourrions débattre. Mais ce que vous ne pouvez pas contester, c'est que non seulement l'utilisation est là, je vais vous donner un autre exemple, il y a 320 millions d'utilisateurs de ChatGPT et leurs revenus sont d'environ 10 milliards de dollars. Au fait, ce produit a 2 ans. 2 ans, oui. Au fait, nous aurions dû l'inventer. En fait, c'est agaçant que les gens étaient chez Google et qu'elles soient parties chez OpenAI et l'aient inventé là-bas. Donc Google a répondu avec ce qu'ils affirment être une meilleure version. Et c'est comme ça que fonctionne la concurrence. Mais tout cela s'est passé au cours de la dernière année. Et l'année prochaine, l'arrivée de ces agents, de manière générale, va tout transformer. Et donc, par exemple, vous devrez avoir un orchestrateur d'agents pour déterminer quels agents vous utilisez. Vous devrez avoir un magasin d'agents. Vous devrez avoir des frameworks de sécurité d'agents. Vous devrez avoir toutes les choses que vous avez pour l'équivalent d'un App Store. De plus, ils doivent pouvoir se parler. Et une chose que je vais vous dire, c'est que les agents parleront initialement en anglais entre eux. Ce qui est bien parce que nous pouvons voir ce qu'ils font. Lorsque les agents décident seuls de créer leur propre langage informatique pour se parler, débranchez-les. Vous ne saurez pas ce qu'ils font. Eric, Miami est une ville immobilière. Très vite, racontez votre histoire sur un agent IA qui construit une nouvelle maison. Non, c'est facile. J'aime la Floride et j'aime Miami. Et je veux construire une nouvelle maison, disons, là-bas. Alors, voici ce que je ferai, n'est-ce pas? Je dirais à un humain, étudiez les lois, cherchez un terrain, négociez les prix. Maintenant, chacune de ces étapes. Et d'ailleurs, une fois le prix négocié, achetez-le, puis engagez un architecte et produisez des plans, puis engagez un autre entrepreneur, et il y a toujours des dépassements. Donc il faut les surveiller et tout ça, et finalement les payer, et ensuite leur retirer 20%, parce qu'ils étaient en retard. C'est un peu comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Et puis il y a une grosse bagarre. Chacune de ces choses est un agent. Donc le premier agent est d'identifier où nous pouvons construire une belle maison.
Le second est d'analyser toutes les lois qui se chevauchent. Personne ne peut comprendre. Il faut un spécialiste pour vous expliquer les règles concernant la hauteur et tout cela. La suivante est de générer un design. Ces ordinateurs peuvent générer de très beaux designs de maisons. Préparez-vous. Ils le peuvent. La comptabilité des coûts et toute la planification, c'est assez facile. Choisir un entrepreneur, eh bien, peut-être que l'agent pourrait réellement aller appeler des gens par lui-même et obtenir des références, les écouter et raisonner. Car rappelez-vous que ces choses commencent à raisonner. Construire la maison. Prendre des photos de la maison. Si quelqu'un prend des photos et les donne, l'agent peut décider si des progrès sont faits ou si on lui ment. Est-ce que je vous fais assez peur? J'étais en Inde et j'ai rencontré 2 fondateurs. C'est un jeune homme qui est évidemment super intelligent. Et j'ai dit, que faites-vous? Et il a dit, eh bien, il y a beaucoup de petites entreprises en Inde. J'ai dit, oui, il y en a environ 100 millions. C'est immense. Et aucun d'entre eux n'a de compétences en informatique. Et j'ai dit, oui, c'est évident. Ce sont Joe et Bob en langue indienne qui y vivent. Et c'est une entreprise familiale. Et c'est petit. Donc, ils construisent une application qui prend, vous prenez des photos de l'inventaire, et c'est tout. Alors que fait le système? Il prend des photos, il détermine quelle est l'entreprise. Il peut faire ça. C'est assez facile. Il peut faire un calcul d'inventaire. Il peut faire ça. Et puis, il peut déterminer quels produits se vendent en observant les changements d'inventaire. Plutôt évident. Donc, il peut construire un système d'inventaire. Maintenant, en Inde, pour prendre un exemple, ils ont tendance à utiliser WhatsApp Business pour parler à tout le monde. Donc, il peut générer des promotions et ainsi de suite par client. Maintenant, tout ce que je viens de vous dire vient d'une commande. Étudiez mon entreprise et faites-moi gagner plus d'argent. C'est le point. Vous avez affaire à un niveau d'intelligence similaire à celui de l'humain. Pour résoudre un problème important qui vous tient à cœur, vous pouvez être très sûr que chacune de ces entreprises aimerait gagner 10% de plus juste en prenant des photos de son inventaire. Eh bien, et comme le Dr. Kitts, vous savez, les gens avec le motif de profit vont certainement être le facteur compliquant quand nous pensons aux robots qui dirigent le monde. Passons aux questions. Merci. Salut, c'est fort. Salut Eric, content de te revoir. Content de vous revoir. Il se trouve que nous sommes voisins. Donc, juste, eh bien, divulguons cela. Et j'ai eu l'occasion de vous interviewer il y a environ 2 ans et demi pour ma firme, à ce moment-là. C'était les débuts du conflit russo-ukrainien. Vous avez fait une observation intéressante selon laquelle les États-Unis ne s'impliqueraient pas militairement et que les États-Unis et la Russie fourniraient de la technologie. Mais étant donné l'importance des semi-conducteurs et le fait que Taïwan détient la plus grande part de marché, si la Chine envahit Taïwan, votre prédiction était que les États-Unis déploieraient des troupes sur le terrain et s'impliqueraient militairement. Ma question est, croyez-vous toujours que ce serait le cas? Nous avons un nouveau président qui arrive, qui s'est historiquement opposé à ce genre de choses. Et il est imprévisible, donc je ne pense pas que nous sachions vraiment. Je vous dirai, après avoir passé pas mal de temps à Taïwan, qu'ils sont incroyablement doués en matériel et pas très doués en logiciel. Donc, si j'étais en charge de Taïwan, ce que je ferais, ce serait d'essayer de trouver un moyen d'utiliser l'automatisation pour combattre un adversaire beaucoup plus grand. Pour combattre un adversaire bien plus grand. Ainsi, tous les plans d'attaque contre Taïwan impliqueraient essentiellement des navires appelés navires rouliers, où l'on charge et décharge tout. C'est une courte distance entre le continent et Taïwan. Trouver des moyens d'arrêter cela serait un exemple de dissuasion. La plupart des gens pensent qu'avec Taïwan, cela ne commencerait pas comme vous le décrivez. Cela commencerait vraiment par une cyberattaque, puis un blocus. Donc je pense que je surveillerai ces étapes. Dans le cas de l'Ukraine, je ne comprends pas cette idée que nous ne nous en soucions pas. Historiquement, pendant toute ma vie, l'URSS et la Russie ont été nos ennemis en matière de domination. Et ils ont interféré avec toutes sortes de choses, comme les élections. Et nous le savons tous de notre histoire. Ce n'est pas un commentaire sur le peuple russe, c'est un commentaire sur la direction russe. Et vous le voyez avec l'Ukraine.
où ils commettent crime de guerre après crime de guerre. Parce qu'il y a de petites vieilles dames dans ces immeubles d'appartements détruits, et elles meurent sous nos yeux lors des bombardements. Ayant maintenant vu la guerre, la vraie guerre de près, c'est horrible. Et il est important que nous arrêtions cela. De la même manière que l'Amérique s'est trop impliquée au Vietnam et que nous avons ensuite traversé une période de 20 ans de réconciliation de notre point de vue sur tout cela. Et la Russie doit passer par la même chose. Eric. Okay, there we go. Dr. Farsi. Nice to see you again. Nice to see you as well. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Preventable. La mort évitable en Amérique est la 3e et 4e cause de décès la plus fréquente après l'AVC et les maladies cardiaques, n'est-ce pas? Et nous savons que l'échantillon de données est ce qui rend l'IA intelligente, ou ce qui permet l'IA, n'est-ce pas? Is what make AI intelligence or what make AI, right? How do we break Comment brisons-nous les barrières sur le partage de données entre les hôpitaux? between hospitals? We know that Watson Nous savons que Watson d'IBM a lamentablement échoué en matière de cancer. at cancer. The next step, L'étape suivante est, comment évitons-nous d'augmenter ou de déplacer la mort évitable grâce à l'IA? preventable death through AI. I'm a very big AI. Je suis un très grand fan de l'IA parce qu'elle pourrait nous aider à prévenir les décès. Alors, quand vous allez à l'hôpital, de nos jours, nous avons ces grands systèmes hospitaliers qui ont leur propre système informatique. Ils ressemblent beaucoup à une ancienne base de données Oracle traditionnelle pour moi. Et ces systèmes sont plus que de simples systèmes de connaissances. Ce sont des systèmes de génération de revenus, des systèmes de conformité, et ainsi de suite. Les données sont toutes là, mais il est difficile de les récupérer. J'ai beaucoup travaillé sur la création de protocoles de partage entre eux. Il existe une technologie appelée FHIR, sur laquelle j'ai travaillé. Et aucune de ces choses ne semble répondre à votre observation. Donc je pense que vous avez un système économique et un système juridique qui empêchent le partage des données pour résoudre de vrais problèmes. Une réponse simple serait de demander aux gens, par défaut, s'ils sont prêts à partager leurs données médicales à des fins de recherche, et qu'ils puissent en se désengager, plutôt que l'inverse. Cela générerait probablement suffisamment de données pour faire ce que vous décrivez. Ce que je veux est très simple. Quand je vais à l'hôpital, il dit « Bonjour Eric, j'ai un problème ». Et il dit « Nous avons déjà compris que vous allez avoir les 3 prochains problèmes. Parce que, même si vous ne les connaissez pas, il y a 900 personnes qui sont exactement comme vous. Et nous avons modélisé cela, et nous pouvons le prédire. » Et, en particulier dans les soins aigus, quelque chose que vous connaissez bien, cela pourrait vraiment sauver des vies. L'autre chose concernant l'IA, c'est qu'il y a une surveillance continue. Donc, nous avons tous des téléphones, et vous pouvez faire des ECG avec les montres et des choses comme ça. Donc, avoir une surveillance basée sur l'IA, qui est encore une fois acceptée par les consommateurs, est probablement un autre grand composant. Mais le problème central ici, c'est que les gens qui veulent travailler là-dessus ne peuvent pas obtenir les données pour résoudre le problème. Et sans les données, vous savez, vous inventez. Merci, Dr. Schmidt. J'ai une question pour vous. L'IA va clairement créer une énorme quantité de valeur. Je me demandais si vous pouviez parler de la chaîne de valeur de l'IA. NVIDIA and Broadcom and Meta and has sort of said Alphabet is not going to be such a big winner and Intel will earn nothing. Et je me demande où, selon vous, le marché a raison et tort dans la chaîne de valeur de l'IA. Eh bien, c'est difficile à savoir. Et vous savez, parier contre le marché est toujours une erreur. NVIDIA est l'une des entreprises les plus précieuses au monde grâce à un langage appelé CUDA. CUDA peut être compris comme le langage de programmation C pour les GPU. Et ils ont commencé à le construire, à leur crédit, vers 2007. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une très grande quantité de logiciels a été construite au-dessus de CUDA, et c'est difficile à déplacer. Donc, le concurrent logique de NVIDIA est AMD, qui est très bien géré, et il travaille dur pour permettre de passer de l'un à l'autre. Donc vous pouvez comprendre NVIDIA comme un système à forte marge de croissance, un monopole très important, ou un système de type monopole. Parce qu'au final, si vous voulez construire un grand centre de données, vous avez besoin de leur matériel. Il y a un article, je ne sais pas si c'est vrai, mais je le soupçonne, selon lequel tous les Blackwell B200, qui sont les puces les plus puissantes,
sont maintenant complètement vendus pour l'année prochaine à 4 entreprises. Il s'agit d'Elon, Meta, Google et Microsoft qui fournissent tous les services pour OpenAI. C'est donc une façon d'y penser. Microsoft et Google ont des systèmes extrêmement grands de données d'entraînement. Par exemple, Google a des clics provenant des publicités, Microsoft a des choses équivalentes qui sont très grandes. 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards de capital. Parce qu'ils peuvent prendre ces données d'entraînement et générer de réels revenus. Ainsi, chez Google par exemple, que je connais évidemment très bien, l'amélioration de l'efficacité publicitaire génère de la valeur pour les actionnaires. C'est donc une évidence. Pour les grandes entreprises établies qui ont une présence numérique et une envergure, elles vont vraiment en bénéficier. C'est le point de départ. Maintenant, ce qui se passe, c'est que chaque entreprise est une entreprise d'IA. Je suis donc allé à Comdex pour des raisons très étranges. Et chaque entreprise était une entreprise d'IA, mais aucune d'entre elles ne faisait d'IA. Il faut donc être très prudent sur ce que l'on veut dire. Pour moi, en tant qu'investisseur, un de mes amis m'a dit « Savez-vous que 20 000 milliards de dollars seront gagnés sur le marché ? Mais ils seront tous gagnés par les grandes entreprises. » Et il avait raison. La question pour moi maintenant est de savoir qui sont les prochains. Et il y a des milliers de candidats, et il est trop tôt pour le dire. Là-bas. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. La devise de Google était... Pardon. La devise de Google était « Ne soyez pas malveillants ». Elle a ensuite été retirée de la devise de l'entreprise. Avez-vous un commentaire à ce sujet ? Je ne suis pas sûr qu'elle ait été retirée. Mais comme je n'y travaille plus, je ne devrais pas la commenter. La blague à propos du mal était que, puisque nous ne pouvions pas déterminer ce qu'était le mal, Sergey décidait tout simplement. Et cela a bien fonctionné pour nous à l'époque. Quelque chose par ici ? Bonjour, salut. Bonjour, merci. Vous avez parlé de traitement de type humain, d'automatisation, d'agents d'IA, toutes ces choses. Je suis moi-même dans cette industrie, et je fais ça depuis de nombreuses années. Le problème, c'est qu'au moment où vous avez un logiciel fonctionnel, et que vous commencez à le présenter à ces entreprises, et à les éduquer, le logiciel lui-même n'est pas... il est déjà obsolète, si je puis dire. Is already out to date, if I can say. How would you tackle this problem? Comment abordez-vous ce problème de devoir leur enseigner, leur expliquer toute cette éducation que vous devez faire, et en même temps produire et pouvoir rivaliser avec les autres ? And at the same time produce and be able to still compete with others. Alors, quand vous dites « eux », vous parlez des humains ou de l'IA ? Non. Non, vous devez former, expliquer et enseigner aux humains de quoi elle est capable et ce qu'elle fait. Et le temps que vous le fassiez, c'est déjà... J'ai une idée différente de la façon dont cela va se dérouler. Et nous verrons si j'ai raison. Il semble que les systèmes d'IA seront capables de comprendre ce que vous vouliez dire et n'auront pas à vous poser toutes ces questions stupides toute la journée. Il semble donc que l'IA sera capable de saisir l'objectif conceptuel et de peut-on résoudre les détails. C'est un énorme avantage pour vous et moi. Et je suis optimiste à ce sujet. La raison est qu'elle apprend des schémas d'ordre supérieur et qu'elle peut apprendre des objectifs d'ordre supérieur. Nous le saurons. Je ne suis pas aussi inquiet que vous ne le sous-entendez, car je pense que le travail changera en conséquence. Merci. Alors, l'IA et l'informatique quantique progressent toutes deux rapidement. Ce sont toutes deux principalement des systèmes probabilistes. Donc, on peut supposer qu'il y aura des synergies à réaliser en combinant les deux à moyen terme. Où voyez-vous les plus grands gains en combinant ces deux technologies et comment pensez-vous que cela va façonner la vie ? J'ai examiné cela très attentivement, car si le quantique pouvait effectuer une descente de gradient à la vitesse quantique, la descente de gradient étant les mathématiques sous-jacentes à ces modèles, alors ce serait un très grand pas en avant, parce que cela réduirait le temps d'entraînement de 6 mois à disons 2 secondes ou quelque chose comme ça. Le consensus est que cela ne fonctionne pas, car la méthode d'entraînement implique l'utilisation d'énormes ensembles de données, et les informations doivent entrer et sortir de l'ordinateur quantique. Il n'y a pas moyen de les faire entrer assez vite. Je suis désolé de dire qu'à l'heure actuelle, je pense que le quantique est important, mais qu'il ne va pas fondamentalement changer l'IA.
alors que l'IA permet la simulation quantique. Je suis le président d'une entreprise appelée Sandbox, et la majorité de leurs revenus provient en fait de l'utilisation de GPU pour simuler des effets quantiques. Il s'agit donc d'une IA simulant le quantique, principalement pour la découverte de médicaments, ce qui est évidemment une bonne chose à laquelle travailler. La plupart des gens pensent que l'IA va fusionner avec ce qu'on appelle le raisonnement neurosymbolique. Ce qui est une autre façon de dire que le système d'IA gère le langage, et quand il rencontre un problème difficile, il demande la réponse. Il ne l'intuite pas, il demande en fait la solution. Et cette combinaison est la façon dont la plupart des sciences fonctionneront. Mon hypothèse est que, si vous vous référez à mon discours sur les agents, ce qui se passera réellement, c'est que le grand modèle linguistique sera la couche de supervision et qu'il appellera les agents selon ses besoins. Par exemple, « Oh, j'ai ce problème intéressant, laissez-moi faire une pause et littéralement attendre la réponse, puis continuer. » Encore quelques-uns. Tout d'abord, je suis Antonio Vaselli. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre optimisme technologique. Je suis l'un de ces informaticiens qui ont quitté l'Allemagne avec un focus sur l'IA, car je pensais que c'était beaucoup trop lent. Et je vis maintenant entre la Suisse et les États-Unis, et vous savez, je les apprécie vraiment. Nous sommes ravis de vous avoir, et ravis que les États-Unis vous aient laissé entrer. Merci beaucoup. En fait, j'ai décidé de faire mon doctorat sur l'intelligence artificielle et la collaboration humaine pour stimuler la productivité. Je suis en train de collecter toutes les données et quelque chose de vraiment intéressant est apparu. J'ai donné à un groupe augmenté par l'IA de l'IA générative pour produire du contenu créatif et j'avais un groupe de contrôle qui devait utiliser des outils traditionnels, non IA, toujours leur moteur de recherche préféré, pour trouver du contenu créatif. Le groupe de contrôle a eu besoin de 2h30 pour produire le contenu. Et après cela, j'ai dû annuler car la fatigue et tous ces problèmes sont apparus. Le groupe utilisant l'IA générative a tout terminé avec une très haute qualité en 20 à 30 minutes. Les deux groupes étaient très satisfaits de l'utilisation de l'IA dans leur travail. Et, vous savez, pendant l'accomplissement de leurs tâches. Mais quelque chose de vraiment intéressant est apparu lorsque j'ai posé des questions sur la satisfaction des employés. Le groupe qui utilisait l'IA augmentée était en fait insatisfait de son travail en général. Ils n'aimaient pas leur travail. Ils n'avaient pas l'impression que leur esprit créatif était suffisamment utilisé. Ils n'appréciaient pas les tâches qui leur étaient confiées, alors que le groupe de contrôle était généralement très satisfait. Maintenant, il y a eu des données, il y a quelques années, publiées par de grandes entreprises de conseil, qui indiquaient que 75% des projets de transformation numérique échouaient, et ce n'est pas parce que la technologie n'est pas disponible, mais à cause de l'adoption humaine. Maintenant, avec toute la technologie disponible, comment pouvons-nous nous assurer que l'adoption humaine et leurs capacités sont là ? Car finalement, nous avons besoin des humains pour l'accepter et ensuite évoluer. Alors, laissez-moi vous donner une réponse cynique. La plupart des logiciels conçus sont de mauvaise qualité, ne fonctionnent pas, sont trop chers, et vous n'auriez pas dû les acheter en premier lieu. Et quand vous parlez à des gens normaux, par opposition à nous, ils disent « Eh bien, qu'est-ce que je suis censé faire ?» Je soutiens donc que la révolution de l'IA va réellement résoudre les problèmes que les humains posent. C'est ça, c'est mon optimisme. Dans votre doctorat, vous devriez essayer de déterminer si cela est possible. C'est en quelque sorte la conclusion de votre doctorat. Vous avez toutes ces données. Pouvez-vous réellement imaginer une situation où le logiciel fonctionne ? Je passe ma journée avec des gens qui se plaignent de leur logiciel. Le logiciel est bogué, les Chinois ont piraté la base de données. La base de données est trop chère, le chien a mangé le câble, et ainsi de suite. Il semble juste que ce devrait être un problème soluble, du moins dans les domaines commerciaux, où vous avez une fonction objective que vous pouvez quantifier. N'oubliez pas que ces systèmes s'entraînent sur un objectif. Les entreprises sont donc bonnes, car l'objectif d'une entreprise est la satisfaction client, les revenus, les bénéfices, la valeur actionnariale, peu importe. Nous avons une question ici ? Merci, Dr. Schmidt. Docteur, merci d'être ici, Stephen Shapiro. Je suis conseiller principal auprès de l'Atlantic Council, et vous avez abordé un sujet sur lequel je travaille et qui me préoccupe. Ce n'est pas une question d'IA, mais vous avez ouvert la porte. Le problème est la relation entre la sécurité nationale et le capitalisme. Vous avez suggéré l'idée qu'un accord peut être conclu entre le gouvernement
la sécurité nationale et le secteur privé. Cela me préoccupe, car la guerre en Ukraine nous a offert un certain nombre d'exemples où cela a complètement échoué. Au début de la guerre, en février 20, le président a publiquement supplié l'industrie pétrolière et gazière de Forer, afin de réduire les prix du pétrole et du gaz et de priver la Russie d'un revenu. De même, le président a publiquement supplié les entreprises de munitions de mettre en place une deuxième équipe. Ces deux industries ont refusé, en disant la même chose. Eh bien, ce n'est pas dans notre plan d'affaires. Nous avons connu des cycles d'expansion et de récession. Nous ne voulons pas en faire partie. Clairement, ce qu'ils disaient, c'est que leur propre intérêt, ce qui est acceptable car ils appartiennent au secteur privé, était contraire aux besoins de la sécurité nationale. Elon Musk est bien sûr un exemple flagrant des difficultés entre le secteur privé et la question de la sécurité nationale. Sa réponse a été de couper Starlink lorsque l'Ukraine a tenté une invasion de la Crimée, ou sur les lignes de front. Au lieu de cela, il a exigé ce qui représentait des centaines de millions de dollars du département de la Défense pour le rallumer, trouvant juste par commodité un problème dans le système. Je me demande, étant donné votre implication intense via le département de la Défense, dont je suis conscient, pourriez-vous commenter ces contradictions ? La difficulté que nous avons à rivaliser avec des pays qui peuvent ordonner à leur secteur privé de fonctionner, et nous ne pouvons même pas supplier nos secteurs privés de fonctionner lorsque la sécurité nationale l'exige. Alors, merci. Nous devons décortiquer votre question. Je suis d'accord avec certains points et pas avec d'autres. Si vous regardez la Chine, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. La Chine fait progresser rapidement son armée. Et pour le dire de manière non classifiée, ils sont très intelligents et ils ont compris où se trouvent nos faiblesses. Et ils ciblent nos faiblesses, ce que nous ferions d'ailleurs si nous étions dans la même situation. Donc c'est plutôt acceptable. Dans les exemples que vous avez utilisés, l'armée américaine a finalement conclu un accord avec Starlink. Et cet accord est crucial pour que les Ukrainiens tiennent bon. Et en effet, Starlink n'est pas disponible en Russie, ce qui est un point sensible pour les Russes. Donc en fait, nous pouvons discuter de la politique, mais au final, Elon est un héros pour ce qu'il a fait pour permettre la connectivité. Et je le sais parce que quand j'ai été sur le terrain et pendant la guerre, il y a énormément de Starlink qui sont utilisés pour la connaissance de la situation. Et l'une des choses que nous ne comprenons pas à propos de la guerre, c'est que la première chose qui disparaît, c'est la communication. Imaginez si nous perdions tous toutes vos communications en ce moment, pour toujours. Comment vous organiseriez-vous ? Nous en sommes trop dépendants. Je pense qu'en ce qui concerne les marchés militaires, vous parlez d'industries anciennes, et pour être franc, elles ne sont pas particulièrement innovantes. Elles sont situées dans l'État avec un sénateur puissant. Ils ne travaillent pas très dur, le signal de la demande est simple, ils n'ont qu'un seul client, et ainsi de suite. Et maintenant, tout d'un coup, j'ai cette crise. Mon exemple préféré était que pendant un certain temps, pendant la guerre, ils utilisaient des missiles Stinger, des missiles tirés à l'épaule, je ne me souviens plus du nom. Et ces missiles, nous en avons manqué. Et il s'avère que le fabricant avait arrêté la ligne de production. On leur a donc demandé de la redémarrer. Mais il faut 1 an pour redémarrer une ligne de production. Et ils n'avaient pas le personnel, et ainsi de suite. Donc c'est une mauvaise façon de gérer la sécurité nationale. Voici ma proposition. Donc, premièrement, juste pour vous montrer mes propres biais, première phase, nous devons être les gagnants en autonomie. Nous devons être les gagnants en abondance. Et autonomie signifie des systèmes sans équipage, des systèmes non pilotés en termes militaires, peu importe, qui sont automatiquement contrôlés par l'IA pour nous maintenir en sécurité. C'est tout à fait évident si vous y pensez. C'est ainsi que vous défendez la ligne, c'est ainsi que vous attaquez, c'est ainsi que vous surveillez les choses. C'est vrai pour la sécurité nationale, c'est vrai pour les comportements criminels, et ainsi de suite. Les drones sont si puissants. Vous le voyez avec tout le monde qui est effrayé par les drones dans le New Jersey, qui ne semble encore n'avoir rien fait à personne. Nous verrons ce qui se passera là-bas. Mais c'est réel. De mon point de vue, la bonne chose à faire est de créer un ensemble d'usines en Amérique qui peuvent en fabriquer des millions en un clin d'œil. Parce que c'est l'avenir. Dans notre cas, nous avons essentiellement manqué de 155 mm qui sont de grosses pièces d'artillerie. Les Russes et les Ukrainiens utilisent des 150 mm qui sont légèrement de taille différente. Quand vous regardez l'artillerie, vous avez un soldat qui a 25 ou 30 ans qui utilise un petit périscope pour l'azimut de l'artillerie.
La pièce d'artillerie a été fabriquée pour lui, fabriquée dans les années 1940. Et le fait amusant est que je regardais l'une d'elles. Une fois ce qu'il faisait terminé, tout le monde est détendu. Ils sortent tous leur iPhone et se prennent en photo. Alors vous voulez voir un contraste entre l'ancien et le nouveau ? Regardez l'artillerie. L'artillerie est une très mauvaise idée. Utilisez simplement des drones. Faisons une dernière question. Et ensuite Eric sera là pour quelques minutes après. Ici, Sean. Eric, vous avez mentionné récemment que lorsque l'IA atteindra un point où elle pourra s'améliorer elle-même, peut-être plus rapidement que les humains, nous devrions la débrancher. Et je voudrais également demander, dans un monde où la Chine ne la régule pas, comment allons-nous progresser ? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à réguler dans l'IA, mais il est important de ne pas faire ce que l'Europe a fait avec une réglementation excessive qui a freiné le leadership. Surtout compte tenu de la concurrence chinoise. Donc, à mon point de vue actuel, qui, je pense, est conforme à celui du président Trump, est de laisser les choses suivre leur cours. Avançons aussi vite que possible. Pour le croire, il faut croire que les entreprises américaines ne feront rien de trop criminel ou de trop insensé. Et en tant que dirigeant depuis longtemps dans plusieurs d'entre elles, elles ne le feront pas, car elles seraient poursuivies en justice jusqu'à la mort, elles ont des actionnaires et ce sont des Américains. Donc, pour tous ceux qui disent que nous ne pouvons pas leur faire confiance, à qui allez-vous faire confiance ? Je préfère leur faire confiance, car il existe des boucles de contrôle reproductibles sur eux. Donc, je pense que ma réponse générale est « laissons la course se dérouler ». Laissez-moi vous dire les points où vous devriez sérieusement les débrancher, même si le débranchement a quelques avantages. Et rappelez-vous que l'ordinateur pourrait apprendre qu'il peut être débranché, et ensuite, vous savez, vous causez des problèmes. Lorsque l'auto-amélioration récursive se produit, c'est-à-dire lorsque le modèle devient plus rapide, apprend par lui-même, et que vous ne savez pas ce qu'il apprend, c'est un moment critique. Un autre point est si le modèle apprend à s'exfiltrer, c'est-à-dire qu'il décide par lui-même de faire des copies de lui-même. C'est un point de danger. Un autre point est qu'il décide qu'il est intéressé à obtenir l'accès à des armes. Il a lu, rappelez-vous, tous ses livres sur toutes les guerres, et il pense que ces armes sont intéressantes. Je devrais en avoir. C'est un autre exemple où il est temps d'arrêter et de repenser sérieusement l'architecture de contrôle. Eric, comme dernière question, liée à la vôtre, sur une note philosophique et spirituelle, vous écrivez sur la notion de doxa, qui est une sorte de moralité non écrite qui guide la nature humaine et aide les sociétés à fonctionner. Kind of an unwritten morality that guides human nature that helps keep societies functioning. Et comme alternative au débranchement, il y a peut-être un potentiel pour enseigner à l'IA à fonctionner grâce à la doxa. Parlez-nous en. Anthropic, une start-up très intelligente, a décidé de rédiger une constitution qui ressemble beaucoup à une constitution démocratique, c'est assez simple. Et ils l'ont intégré au modèle en disant « Vous devez suivre cette constitution. Nous aimons cela. » Doxa est un terme que vous n'entendez probablement pas très souvent. C'est un terme qui décrit les règles non écrites d'une société. Maintenant, pensons à toutes les règles non écrites qui sont vraies en Amérique. Beaucoup d'entre elles proviennent de textes religieux, ou de vos parents, ou autres. Donc, il me semble logique qu'un système d'IA puisse aussi apprendre ces règles. Et s'il peut les apprendre, alors vous pouvez les appliquer. Une des questions dont Henri et moi avons beaucoup discuté, et que nous ne comprenons pas vraiment, est la suivante. Nous comprenons maintenant que le langage, dans toutes les langues, est beaucoup plus similaire que ce que pensaient les linguistes. Une fois que vous pouvez traduire une langue dans une autre, vous pouvez traduire toutes les langues entre elles. C'est intéressant. C'est une structure. Est-il également vrai que la dignité humaine et la moralité ont une structure similaire dans toutes les sociétés ? Mon opinion est que oui. Alors, imaginons que nous nous mettions en quête de découvrir cela. Et je vais vous donner un exemple simple, comme les 10 commandements. Ne faites pas le mal, ne volez pas, ou ne volez pas le pain, etc. Ces types de règles qui sont en quelque sorte imprégnées dans notre culture. Il existe des règles similaires dans toutes les cultures humaines. Donc,
Il y a peut-être un moyen de découvrir la façon dont nous fonctionnons réellement, c'est l'objectif, et ensuite de l'appliquer au système d'IA. Et la façon de le faire, d'ailleurs, ce n'est pas de l'appliquer à un système d'IA, mais d'avoir un système de supervision qui vérifie le système d'IA, car les humains ne peuvent pas agir aussi rapidement que l'IA. Mais un autre système, c'est l'exécuteur. Ça, ce serait un projet amusant. Nous ne le savons pas encore, mais c'est une recherche passionnante. Eh bien, nous prierons tous ce soir pour que vous ayez raison et que cela puisse fonctionner. Quel privilège, Eric, et merci beaucoup. Merci Sean, merci pour tout. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.